RTL, Le Figaro LCI. Invité ce soir, Brice Hortefeux, député européen, vice-président de l'UMP. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Bonsoir et bienvenue dans le grand studio d'RTL pour ce grand jury dont vous êtes l'invité, Brice Hortefeux, bonsoir. Bonsoir, Jérôme Chapuis. Vous serez Chapuis. interrogé par Alexis Brézet du Figaro, Éric Revel d'LCI. Une journée de manifestation autour du mariage pour tous. Les opposants, mais aussi les défenseurs se sont rassemblés, chacun de leur côté, cet après-midi à Paris. Le texte sera adopté définitivement après-demain. Brice Hortefeux, est-il temps, selon vous, que cette bataille prenne fin ? En tout cas, il est temps de bien prendre conscience que nous avons là un cas formidable. Le cas d'un texte mal préparé, et entraînant un débat tronqué, suscitant un rejet croissant dans l'opinion, écourté par un coup de force parlementaire, aboutissant finalement au total à une division de la société. Voilà déjà le bilan. Quel beau bilan à l'actif du président de la République. Mais quand une loi est votée, elle est votée. Est-ce qu'après le vote d'après-demain à l'Assemblée, l'UMP doit continuer à appeler à manifester ? Le droit de manifester, naturellement, est un droit imprescriptible. Il convient d'examiner les différentes pistes qui seraient susceptibles, que le gouvernement serait sage et d'être susceptible de suivre. Mais quels sont vos objectifs à l'UMP ? Premier objectif, ça serait naturellement que d'abord le gouvernement retire son texte. Et ça, vous lui demandez de le retirer ? Écoutez, naturellement. Et c'est pas humiliant pour le gouvernement. Ça s'est déjà produit, comme vous savez. Non, mais ça ne serait pas une victoire politique, malgré tout. Ah non, mais je suis pas là pour essayer de leur indiquer le chemin de la victoire. Non, c'est pas l'objectif. Mais regardez bien, c'est pas humiliant pour eux. Et le président de la République, François Mitterrand, l'avait fait en son temps en renonçant à la loi sur l'école libre. Donc c'est pas. Et Jacques Chirac avec le CPE. C'est plus compliqué que ça. Deuxième possibilité, Monsieur Bresset, pour être tout à fait précis, deuxième possibilité, s'il ne renonce pas au texte, ça serait qu'effectivement il ne le promulgue pas. Ce qui est d'ailleurs un raccourci, puisque comme vous le savez, vous faites allusion au CPE, le texte avait été promulgué, mais il avait été ensuite abrogé. Enfin, tout ceci revient au même. Ça, c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est ce que je souhaite, c'est que le gouvernement considère qu'à juste titre, comme il l'a dit lui-même, comme la garde des Sceaux l'a dit elle-même, qu'il s'agit là d'une réforme de civilisation, et donc le gouvernement ait le courage de le soumettre à référendum. Parce que c'est cela qui permettrait, je pense, un débat qui soit beaucoup plus apaisé et serein. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour radicaliser, mais c'est pas seulement ceux que l'on désigne qui en sont les responsables. Mais vous savez très bien qu'aucun des scénarios que vous avez décrits ne peut se produire. C'est-à-dire que politiquement, François Hollande n'a absolument aucun intérêt à suivre les conseils que vous lui donnez. Oui, ça serait évidemment une surprise s'il les suivait. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire aussi, c'est que le moment de l'alternance viendra bien un jour, et elle viendra au plus tard en 2017, il y aura un certain nombre de leçons à tirer. Juste avant, il y a une quatrième possibilité que vous n'avez pas évoquée, c'est celle du Conseil constitutionnel. C'était dans le cas, dans la loi Fallou, pendant les manifestations, le Conseil constitutionnel finalement avait annulé la loi. Est-ce que donc vous allez déposer un recours contre la loi devant le Conseil constitutionnel, et sur quel motif ? L'UMP a annoncé qu'elle déposerait un recours devant le Conseil constitutionnel. Il y a plusieurs motifs possibles. Laissons le temps au groupe de le rédiger. Brice Hortefeux, vous êtes sans doute dans votre rôle d'opposant ici ce soir, mais quand vous dites que ce texte a été mal préparé, c'est pas du tout ce que dit le gouvernement quand on regarde dans le détail les allers-retours à l'Assemblée nationale avec les députés sur ce texte. Quand vous dites que ce texte coupe en deux la société française, est-ce que c'est pas le cas d'ailleurs de toutes les grandes réformes sociétales ? On a parlé d'un certain nombre d'entre elles, on pourrait y rajouter l'abolition de la peine de mort ou l'interruption volontaire de grossesse. Est-ce que déjà, à l'époque, ces réformes sociétales n'avaient pas coupé la société française en deux pour finalement être acceptées bien des années plus tard ? Oui, quand je dis qu'il a été mal préparé, je peux vous l'expliquer très précisément. Première réflexion. Était-il absolument indispensable ? Y avait-il une urgence absolue ? Et était-ce la priorité des priorités ? Peut-on croire une seconde que c'était la préoccupation majeure de nos compatriotes ? N'était-ce pas plutôt la lutte contre le chômage, la lutte contre les prélèvements obligatoires, la lutte contre la délinquance ? Premier élément d'impréparation à mes yeux. Deuxième élément d'impréparation, ne pouvait-on pas plutôt réfléchir, examiner si le PACS, qui a été adopté en 1999, ne pouvait pas être amélioré, si
peut-être que cela a été nécessaire. Deuxième exemple d'impréparation. Pourquoi n'a-t-on pas creusé cette piste? Troisième exemple. Il y a aujourd'hui, en Europe, il y a ici un certain nombre de députés européens qui le savent comme moi, que ce soit Tokia Saïfi, Nora Berra, Constance Le Grip et d'autres. Eh bien, ils le savent. Il y a 27 pays dans notre communauté. Il y en a 6 simplement, qui ont prévu le mariage homosexuel. Pourquoi n'a-t-on pas pris le temps de s'interroger? Pourquoi ceux-ci l'ont fait? Pourquoi les autres n'ont pas suivi? Et pourquoi Nicolas Sarkozy, qui avait promis de faire l'union civile, ne l'a pas fait pendant son quinquennat? Eh bien, précisément, c'est ce que je viens de dire. Il y avait des préoccupations, des urgences, des priorités qui étaient plus importantes, mais il n'en reste pas moins que c'était un axe qu'il avait défendu, et c'est précisément l'axe que nous défendrons au moment de l'alternance. Alors justement, vous ferez quoi à ce moment-là? Parce que on entend, il y a plusieurs solutions. Juste un point, j'ai pas terminé pour répondre à Éric Revel. Dans l'impréparation, il y en a une que je rajoute, et vous ne pouvez pas la balayer d'un revers de main. C'est que toutes les religions monothéistes, toutes les grandes religions monothéistes de notre pays, que ce soit la religion catholique, que ce soit la religion juive, que ce soit la religion musulmane, se sont élevées contre ce dispositif, considérant, à mon avis, à juste titre, que ce n'était pas simplement une institution religieuse, une institution civile ou sociale, mais aussi une institution religieuse, et qu'on devait en tenir compte. Voilà aussi la réalité, et voilà les exemples d'impréparation. Si vous voulez des exemples plus techniques, eh bien, par exemple, il y a eu toutes ces incohérences qui se sont développées, qui se sont affichées, qui se sont étalées pendant la discussion de ce texte. C'est le président de la République qui, au Congrès des maires, dit qu'il y aura liberté de conscience, et puis le surlendemain, il dit exactement l'inverse. C'est le groupe socialiste qui dépose un amendement à la commission des lois, et puis qui finalement le retire concernant la PMA, qui le retire sur la deuxième partie de ma question, vous n'avez pas répondu, Brice Hortefeux. Est-ce que c'est pas le propre finalement de toute réforme sociétale que de diviser, en tout cas au début, une société? Est-ce que c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses? En tout cas, je constate, et je me souviens que François Hollande, pendant sa campagne, avait promis une république apaisée. L'homme qui proposait une république apaisée est l'homme qui aujourd'hui divise la communauté nationale. Vous n'avez pas répondu sur la question des manifestations. Est-ce que l'UMP doit continuer à appeler à manifester? D'abord, comme vous avez observé, les manifestations aujourd'hui sont l'initiative d'un certain nombre de personnalités. L'UMP y participe pour l'essentiel, et je considère, oui, que c'est une bonne chose. Si la question en réalité que vous ne posez pas, c'est est-ce que l'UMP s'associera à la grande manifestation du 26 qui se déroulera le 26 mai? Je vois que M. Brézet est déjà très attentif à cette date, il a raison. Et bien naturellement, je vous réponds oui. Bien évidemment. Et d'ailleurs, j'en serai. Je suis attentif aussi à une autre chose, c'est ce que vous ferez ou ce que vous feriez le jour où il y aurait alternance. Parce que là, on entend les uns qui disent cette loi, il faudra l'annuler, cette loi, il faudra la revoir, il faudra faire un référendum, il faudra la modifier. Quelle est, votre position là-dessus? Bon, prenons l'hypothèse d'une alternance dans un calendrier prévisible. Il n'est pas certain ce qui se passe, mais en tout cas, le calendrier prévisible, c'est-à-dire 2017, prochaine élection. En 2017, ça fera donc 4 ans, si la loi est adoptée, qu'elle sera donc rentrée en vigueur, qu'elle sera appliquée. Naturellement, on examinera l'État. Et la loi il n'y a pas de rétroactivité s'il y avait une nouvelle loi. Donc ce que je dis, c'est très simple, c'est il faudra réécrire un texte proposant l'union civile. C'est-à-dire, je le rappelle, l'union civile, c'est-à-dire une cérémonie en mairie, une cérémonie officielle qui, en même temps, garantit à ceux qui en seront les parties prenantes, qui garantit l'égalité fiscale, l'égalité matrimoniale, l'égalité patrimoniale des contractants. Et l'adoption. Et donc, le deuxième élément. Le point, c'est l'adoption. Aujourd'hui, c'est ce qui fait problème. Il faut réécrire naturellement l'adoption et réécrire et interdire la gestation pour autrui. C'est-à-dire, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on loue, qu'on marchandise. C'est pas prévu dans la loi. Oui, mais comme vous savez, il y a eu beaucoup d'ambiguïtés. Il y en a qui se sont exprimés, il y en a qui l'ont dit, il y en a qui ont dit l'inverse, il y en a qui sont revenus dessus. Donc ça doit être précisé. Et l'idée de faire un référendum, comme le propose par exemple Hervé Mariton, c'est que c'est un engagement que vous êtes prêt à prendre? En tout cas, c'est une piste, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, qui n'est pas à écarter, puisque j'aurais souhaité qu'en ce moment, que dès la discussion de ce texte, dès l'annonce de ce texte, on procède par référendum. Juste plusieurs points précis sur cette manifestation
manifestation d'aujourd'hui, l'agence France-Presse nous apprend que cet après-midi, Gilbert Collard, député Front National, défilait sous la banderole qui était tenue par des élus UMP, notamment Patrick Ollier, Hervé Mariton, Jean-Frédéric Poisson. Il y avait également Christine Boutin qui est présente ici dans ce studio. Est-ce que ça vous choque qu'un élu du Front National manifeste aux côtés des élus de l'UMP? Manifeste chaque citoyen qui partage les convictions de ceux qui ont organisé la rencontre. Donc moi, je ne me préoccupe pas des autres. Si j'avais pu y être cet après-midi, je l'aurais été. Beaucoup de ceux qui sont dans ce studio y étaient eux-mêmes. Parce que je ne sais pas véritablement si vous pouvez expliquer autour de vous que Christine Boutin, qui est là, est vraiment la prototype du skinhead, se baladant en battle dress et se ruant à l'assaut des policiers. Franchement, et qu'elle prenne ça comme un hommage à sa féminité, mais elle n'a pas vraiment le prototype d'une nervie d'extrême droite. Mais Brice Hortefeux, c'est pas du tout ça qu'on a reproché à Christine Boutin. Non, pas du tout. On a reproché à Christine Boutin d'avoir des mots parfois trop forts qui encourageaient certains débordements. C'est ça qu'on reproche à Christine Boutin, qui lui a été reproché. On a reproché à un certain nombre de personnalités, dont Christine Boutin, d'avoir été un des acteurs des violences qui se sont déroulées à l'occasion de la manifestation. Le discours était perçu comme homophobe et donc comme jetant de l'huile sur le feu. Je vous dis simplement les vrais responsables de la radicalisation, si c'est cela que vous voulez me faire dire. Les vrais responsables de la radicalisation, ce sont ceux qui, comme la garde des Sceaux, et comme je le disais il y a quelques instants, parlaient de réforme de civilisation et ont refusé de mettre en conformité leurs actes avec leurs paroles, parce que s'il y a une réforme de civilisation, ça veut dire qu'il y faut donc naturellement un débat majeur. C'est aussi le fait qu'il y ait un certain nombre de responsables politiques, dont celui que vous venez de citer, qui ont traité d'un revers de main en le balayant avec mépris les centaines et centaines de milliers de personnes, de familles qui, pour la première fois de leur vie, sont descendues dans la rue. Et s'il y a responsable de la radicalisation, ce sont ceux qui ont décidé par un coup de force parlementaire d'empêcher le débat de se dérouler. Voilà les vrais responsables de la radicalisation. Brice Hortefeux, on évoquait à l'instant le rôle de la préfecture de police. Elle tient un rôle aussi dans le comptage des manifestants. À l'instant, les organisateurs revendiquent cet après-midi 270 000 participants à la manif pour tous, 45 000 selon la police. Je voudrais vous faire écouter ce que disait ce matin l'organisatrice du mouvement, Frigide Barjot, c'était sur RTL. Nous avons la preuve aujourd'hui que les photos de la manifestation du 24 mars que la préfecture a publiées sont truquées. Ils ont effacé des images pour minimiser le nombre de manifestants et ils ont montré tout ça à la presse. Alors, la préfecture de police a aussitôt publié un communiqué pour démentir ce qu'elle qualifie de rumeur. Vous faites confiance à qui dans cette histoire, Brice Hortefeux? À Frigide Barjot ou à la préfecture de police? Écoutez, sur ces questions de comptage, j'ai une expérience à la fois comme ministre du Travail et puis comme ministre de l'Intérieur où j'ai été confronté à ce sujet. Juste un détail, c'est qu'on est des rares pays dans lesquels il y a des contestations aussi régulières. Moi, j'avais proposé, lorsque j'étais ministre d'ailleurs du Travail, j'avais proposé, alors que c'était les syndicats qui organisaient les grandes manifestations, qu'il y ait des portiques de comptage. Et au départ, ça ne s'était pas fait. Bon, donc, mais c'est imaginable qu'on efface à la préfecture de police des manifestants sur des photos, plutôt des films pris par hélicoptère? Imaginable, peut-être. Inacceptable, certainement. Mais attendez, juste, lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, est-ce que ce genre de procédé a pu être utilisé ou bien est-ce que vous avez entendu parler de ce type de procédé? Parce que l'accusation de Frigide Barjot est quand même très forte. Trafiquer des vidéos pour éviter d'avoir un comptage exact, ça donne pas l'impression que ce sont les techniques qui sont celles d'amateurs. On a l'impression que c'est quelque chose de très précis. Est-ce que vous, lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur, vous avez entendu parler de ce type de procédé? Est-ce que ça vous paraît crédible? Non, écoutez, moi je n'ai pas entendu parler de ce type de procédé. Je m'étais fait expliquer, préciser le détail de la manière de décompter. Je vous dis, j'avais fait à l'époque, précédemment, une proposition. Celle-ci n'avait pas été reprise et cela explique donc qu'il y ait régulièrement des interrogations sur le comptage. Mais vous avez ici un sénateur, le sénateur Pierre Charon, sénateur de Paris, qui a, à juste titre, interrogé le gouvernement et interrogé la préfecture de police pour obtenir des éclaircissements sur ces différences qui sont des différences particulièrement larges.